Alors, on approche à la fin de notre série de racontes. La semaine prochaine, c'est la toute dernière cette année, qui va être consacrée à tout le projet qu'on a fait autour de l'assassinat de Yitzhak Rabin. Ça, c'est mardi 11 à 11 heures du matin. On va parler de cinéma, de cinéma fiction, documentaire, théâtre, expo. C'est-à-dire qu'il y a un événement historique il y a 23 ans, le 4 novembre, l'assassinat de Yitzhak Rabin, et après, qui a choqué Israël, mais aussi tout le Moyen-Orient, et comment on a fait un travail autour de cet événement. D'abord par un documentaire, après par des films de fiction, après par une pièce de théâtre, une sorte de lamentation et des séries d'expos autour de cet événement et comment l'art, ou le cinéma, ou l'expo peut évoquer les mémoires. Et peut-être, comme je dis souvent, les mémoires, c'est aussi un agent actif pour, c'est pas strictement sentimental, mais c'est un agent actif pour espérons qu'un jour, on va avoir un changement. Alors, la semaine prochaine, c'est la dernière séance de cette année. Et après, il y a 2 jours prévus, le 6 et le 7 juin l'année prochaine, qui est des journées, j'imagine, complètes de conférences, qu'on va aussi parler d'autres cinéastes, de Chris Marker, de Dziga Vertov, des autres cinéastes, leur travail. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'inviter Alain Schnapp, qui m'a appris beaucoup de choses et je vais apprendre avec vous. Il va partager son connaissance des sujets, des thématiques. Vous connaissez, j'imagine, le travail d'Alain Schnapp, archéologue, penseur. Dans les dîners qu'on avait dernièrement et même les racontes avec Pierre-Marc de Biasi, j'ai appris beaucoup de choses et je vais continuer à apprendre aujourd'hui. Alors, je vais laisser la parole pas mal parce que même avant ce matin, j'ai appris plein de trucs. Et c'est la cause que je suis vraiment très contente qu'Alain ait accepté de partager les sciences d'aujourd'hui qui parlent de mythologie et cinéma. Pour attaquer direct le sujet, parce qu'on a pas mal de choses à discuter et de présenter, on va parler aujourd'hui autour de 2 films que j'ai faits. Le premier, c'est Esther, que c'est mon premier long-métrage que j'ai fait en 1985. Et le deuxième, c'est des projets que j'ai fait quelques années plus tard. Je commençais en 1990 autour de trilogie de Golem. J'ai fait 3 films autour de l'histoire de Golem. Les 2 films, ils sont inspirés de textes bibliques. Vous vous souvenez des films que j'ai montrés aux séances inaugurales sur le livre d'Amos. Alors, moi, je cherchais toujours mes références culturelles dans les textes bibliques, des textes qui parlent aussi d'aujourd'hui, c'est-à-dire les tensions entre les textes archaïques, qu'on peut imaginer qu'il était écrit il y a plus que 2000 ans, peut-être 2500. Alain, tu peux nous donner peut-être les références plus précises. C'était écrit par un homme ou une femme. Et je dis toujours que le rédacteur en chef ou la rédactrice en chef de la Bible nous fait le grand honneur de ne pas censurer ces textes très puissants, des textes critiques qui sont des réflexions profondes sur la nature humaine, sans même passer dans l'aspect religieux, mais plutôt spirituel que religieux. Et ces 2 textes, c'est les 2 films qu'on commente aujourd'hui, comme beaucoup de
films que j'ai dédié mon travail, le rôle principal, c'est le rôle de femme. Alors, je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, en Israël, c'est le jour contre la violence contre les femmes. Il y a une grève générale déclarée. Je crois que c'est l'honneur d'Israël, et que je suis des fois critique, mais ça, je trouve que c'est l'honneur d'Israël, qu'il y a un jour complet dans lequel toutes les grandes institutions et les trois grandes villes acceptaient que les femmes vont absenter du travail pour marquer une réserve, une critique, une rage contre les violences contre les femmes. Et je dois dire que cette journée à Israël aujourd'hui, partagée par les mairies juives et arabes, il y a beaucoup de mairies arabes qui acceptaient de faire une grève totale de leurs services pour marquer cette rage contre les violences contre les femmes. Alors, dans beaucoup de films, d'ailleurs, on a fait peut-être une erreur de ne pas dédier une conférence complète sur le travail que j'ai fait autour des rôles de femmes. Il y a Esther, il y a Golem, il y a Berlin, Jérusalem, qui parle des destins des femmes. Et après, il y a toutes les trilogies des frontières qu'on ne va pas parler cette fois. Promised Land, qui est dédié contre le trafic de femmes pour la prostitution, Promised Land. Après, il y a Free Zone, qui c'est 3 femmes, Nathalie Portman, Yam Abbas et Hannah Laszlo, 3 femmes. Il y a Anna Arabia, il y a Wadi, le film de commentaire. Alors, ce sujet, parce que comme tout le monde, je suis né, ma mère était une femme. Alors, c'est un hommage aux femmes. Et disant tout ça, alors on va parler direct de notre sujet d'aujourd'hui, qui est la mythologie, c'est-à-dire comment le cinéma peut nous parler de mythologie, de mythes. Le premier film que j'ai fait, alors après House, que vous avez vu, Wadi et Journal de campagne, des films très politiques qui n'étaient pas trop appréciés par mes chers compatriotes, j'ai décidé de faire un film de fiction. Esther, qui est d'ailleurs le nom de ma grand-mère, alors en raison de plus. Et je cherchais effectivement un texte biblique. Alors il y a des textes qui vont inspirer les 2 films qu'on va montrer aujourd'hui, Esther et Ruth. C'est des textes bibliques qui sont, le rôle principal, c'est des femmes. Et c'était une décision de ne pas aller tout de suite dans l'aspect naturaliste et descriptif, de faire, après que j'ai fait House, Wadi et Journal de campagne, de faire, disons, une histoire d'amour plutôt kitsch, sentimental entre des Juifs et des Arabes, mais aller dans les textes archaïques, comme une parabole. Et ce texte magnifique d'Esther raconte le cycle de persécution. C'est une histoire de Juifs de Sousa, persécutés par Haman, qui veut exterminer les Juifs d'Iran de cette époque. Mais ils vont être sauvés, mais dès qu'ils sont sauvés, ils deviennent de nouveaux persécuteurs. Alors, le point d'interrogation que ce texte pose aujourd'hui, elle est très clair. Alors, d'abord, il y a les concepts des films, il y a les textes, les concepts, les points de vue. Après, il faut chercher des aspects matériels, parce que le cinéma, il faut des matériels, il faut aussi une équipe. Et tout de suite, sur le conseil de mon assistant, ce n'était pas mon idée, j'avais le courage d'écrire un petit mot le plus grand directeur de photos de la France, Henri Alcan, qui a fait aussi La Belle et la Bête de Cocteau, qu'il a travaillé avec Chaplin, avec Abel Gance, qu'il a fait Les ailes de désir de Wenders, etc. Et de lui demander s'il sera d'accord d'être le directeur de photos de mon premier long métrage. Parce que, comme principe, c'est la même raison que j'ai invité Alain Schnapp aujourd'hui, j'aime apprendre. Alors, j'ai choisi le meilleur professeur possible pour apprendre comment je peux devenir cinéaste. Henri Alcan, qui était un homme délicieux
et ironique. Il m'a invité chez lui, il habitait à Boulogne. Il m'a dit, il a lu le texte d'Esther. Il m'a dit, je vais faire. Et j'ai une seule condition. Alors, Henri Alcan, il avait déjà 78 ans. Et alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce que votre condition? Il m'a dit que mon chef électro, je veux qu'il vienne avec moi en Israël. Je lui ai dit, pas de problème. Mais il a dit, mais lui, il est 82. Et j'avais ces deux piliers formidables avec toutes les connaissances de l'histoire du XXe siècle, qui étaient vraiment un modèle pour toute mon équipe israélienne. Et c'était un choix extrêmement important parce que dès que ces deux ils ont dit quelque chose, tout le monde était super coopératif, alors tout est très bien passé. Alors, je racontais à Alain, chez Pierre-Marc, qu'on a commencé par voyager. On a été allé en Israël et je lui ai montré les sites qui pour moi étaient possibles pour tourner le film. Et comme je ne savais pas exactement qu'est-ce qu'Henri Alcan il va dire, je commençais par les sites qui sont de représentation, disons, réaliste de cette histoire d'Esther. Et j'allais avec lui à côté entre Jérusalem et Jéricho, il y a un très bel caravansérail palestinien qui s'appelle Nebi Moussa, que l'islam pense que c'est le tombe de Moïse, malgré que c'est un challenge aux interprétations judéo-chrétiennes, parce que pour les judéo-chrétiens, Moïse, il est mort sans entrer à la Terre Sainte. Alors, il y a une très belle église catholique à Mont-Nebo, qui est l'autre côté du Jourdain, dans laquelle j'ai visité aussi, dans laquelle on peut voir tous les pays, effectivement. Mais Moïse était condamné de ne pas mettre le pied à la Terre Sainte. Mais l'islam, il a mis les tombes de Moïse, alors du côté ouest de Vallée du Jourdain, et on était allé là, et Henri Alcan, il a fait des séries de croquis que je garde toujours, avec des crayons de couleurs différentes qu'on va mettre les projecteurs, etc. Après, on était allé voir le palais d'Hicham, qui aujourd'hui est dans l'autorité palestinienne, qui est un grand site archéologique à côté de Jéricho, qui est intact, qu'il y a de très belles mosaïques, etc. Et après, à la fin de cette grande journée d'études, Elkan était adorable et très disposé de faire des analyses des projecteurs, etc., j'ai osé l'amener à ma ville natale, Haïfa. Et là, je l'ai dit un peu timide, je l'ai dit, Henri, moi je pense quand même qu'il faut tourner ce film dans les ruines des quartiers palestiniens de ma ville natale, Haïfa, un endroit qui s'appelle Wadi Salib, qui était un peu plus tard dans l'année 50, mais c'est un autre film qu'on n'a pas le temps de regarder. Aussi le site de grande rébellion des Juifs des pays du Maghreb dans l'année 50, comme ils ont été discriminés, il y avait la rébellion. Alors, il y avait ce site il y avait il y avait des ruines, d'ailleurs le sujet d'Alain, qu'il avait plein de cicatrices anciens et contemporains parce que le quartier était détruit en 1949 pour ne pas laisser les Palestiniens revenir dans leurs maisons. Alors il y a cet objet au milieu de la ville, Wadi Salib, et j'ai décidé de placer le film Esther dans cette ruine palestinienne et avec Henri Alcan, avec toute une équipe. Avant de lancer le premier extrait, et aussi on avait le problème de costumes, et on n'avait pas beaucoup de moyens. Alors, après, à peu près comme Orson Welles, il a fait comme il a fait Othello, à Tunisie, qu'il avait le problème d'argent. Il a simplement étoffé les comédiens avec des tissus et j'ai amené une costumière indien de Paris, Antou, qu'il a étoffé les comédiens par des tissus, comme ça il n'y a pas de stitches, on n'a pas besoin de dépenser d'argent pour
pour coudre vraiment les costumes. Alors, hommage à Orson Welles et son Othello. Et cette film, il a construit des séries de tableaux, comme l'habitude, il a une série de plans séquences. Et souvent, les plans séquences, sauf les derniers plans de cette film, ils sont statiques. Ils ont été très inspirés, et avec Alkan, on a regardé souvent, par des miniatures persans, que tout à l'heure on va montrer et analyser les miniatures persans, et surtout le rapport au cadre des miniatures persans du XVIe siècle. Alors, et après, Alain il va nous parler aussi des Poussin, des références que lui trouve qui est intéressant. Alors, excusez-moi de monopoliser la parole, Alain. Non, non, pas du tout. C'est ton œuvre que nous discutons ici. Je voudrais juste dire, puisque tu as proposé qu'on se penche sur ces deux films, en quoi ils sont complémentaires. D'un côté, le cinéaste que tu es se place dans une vision historique. Il tourne toute l'histoire d'Esther et de Mardochée à l'intérieur de ces ruines. Et ces ruines ont une double dimension. C'est les ruines d'un temps très ancien qui résonnent dans la parole biblique que tu as choisie et qui accompagne, parce que je t'ai demandé le scénario et tu m'as répondu non, il n'y a pas de scénario, c'est le texte d'Esther. Il y a pratiquement... Non, il y a un scénario parce que le texte d'Esther, il faut diviser au chapitrage, il faut mais le texte, les dialogues, ils sont strictement bibliques dans tout le film. Donc c'est cette force de l'écriture prononcée qui va de pair avec le cadre. Et dans ce cadre, comme tu le dis très bien, il y a ces espaces statiques, vous le verrez dans un instant avec le banquet. Le banquet, c'est le banquet assyrien, pour l'Antiquité, c'est le roi des banquets. Quand le roi assyrien, il a tous les pouvoirs et il peut organiser des fêtes qui durent des semaines et des semaines. Et toi, tu le fais défiler, le banquet, on voit le roi, on voit ce qui va arriver quand il va choisir Esther. Et en même temps, si vous regardez, justement c'est la question du cadre, vous regarderez à droite, à gauche, en haut, en bas, partout des ruines. Donc le roi est la puissance totale, mais derrière le roi, il y a l'histoire, il y a les conditions sociales qui font que tous les royaumes ont des comptes à rendre, on le verra, et que donc tu installes les scènes dans des ruines très diverses, dans des plans, avec Saint-Jean d'Acre aussi, la fortification. Ça, il faut que j'explique, c'est-à-dire tout l'intérieur de la ville, alors elle est tournée à Haïfa, à Wadi Salib, et l'extérieur, le mur extérieur, ils sont dans les Saint-Jean-Acre, une ville sur les côtes, un peu plus au nord de Haïfa, qui était la ville qui a arrêté Napoléon, comme Napoléon arrivait d'Égypte nord, des défendeurs de Saint-Jean-Acre. Alors, comme souvent en Israël, il y a toujours des résonances historiques. Et le choix, c'est ou de faire une chose très explicite, ou de donner des séries de clés. On a parlé l'autre jour de non-dits, c'est-à-dire chaque œuvre, il doit avoir ses propres non-dits, qui sont une sorte de proposition. On peut voir simplement un film ou un spectacle, mais on peut, si on est en vie, l'option reste, continuer à faire le travail, que c'est une proposition que souvent je fais dans tout le travail que je fais. C'est-à-dire qu'il y a un aspect visible dans un visionnage simple. Après, il y a des propositions à retravailler et réinterpréter qu'est-ce que c'est Wadi Salib, qu'est-ce que c'est l'histoire, qu'est-ce que c'est l'architecture. Je crois qu'on va passer au premier extrait. Alors, c'est les scènes d'ouverture et vous voyez après aussi les rapports au son, parce que je parle souvent de son, c'est-à-dire les bruits de la ville. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches. Il y a l'image, les séries de tableaux vivants, on peut dire. Après, il y a des musiques ou des choses qui sont ajoutées au film. Il y a des bruits de la ville. Il y a les décors. C'est tous des séries d'interprétations au discours, aux narrations. Alors, on va montrer la première séquence.
ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. בימים ההם, כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה. בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטומים בשרי המדינות לפניו. בהראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים, 80 יום. במלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך. חור כרפס ותכלת על גלילי כסף ועמודי 6 מיטות, זהב בכסף, על רצפת בהת ושש ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ושתי המלכה בכתר מלכות, להערות העמים והשרים, כי טובת מראה היא. הוד מלכותך, המלך אחשוורוש רוצה כי תבואי אליו, ויהנו הוא ואורחיו מזיו פנייך. לא. נגני לנו קצת, נעימי את זמננו בנגילה. אם טוב הדבר בעיני המלך, יצווה לקבץ נערות בתולות וטובות מראה, ויפקיד פקידים בכל מדינה ומדינה ברחבי הממלכה, לבחור את הנאות ביותר,
ויביאן אל שושן הבירה. אל ארמון הנשים, לידי הגה, סריס המלך ושומר הנשים, שיכין להן תמרוקים למיניהם. והנערה אשר תיטב בעיני המלך, תמלוך תחת ושתי. כן יעשה וכן ייכתב. Alors, il y a cette série de tableaux et de textes bibliques. Il y a les castes, d'ailleurs, présentation des castes. Alors, le caste, aussi, c'est une autre couche. Mordechai, le sauveur du peuple juif, est joué par le plus grand acteur palestinien, Mohamed Bakri. Le Haman est joué par Julian Omer, un autre acteur que je parlais l'autre jour, qui était à Kippour, qui était assassiné à Jenin. C'est-à-dire qu'il y a des significations. Chaque acte, le décor que vous avez vu, le bruit de la ville, les narrations, l'histoire de décor lui-même, c'est-à-dire c'est une sorte de juxtaposition, de signal qui vont réunir dans un film. Et chaque couche, il fait c'est un geste d'interprétation, pas d'illustration. Et après, les textes bibliques, c'est des séries d'épisodes qui nous ramènent petit par petit jusqu'à ce dernier acte de victoire. Et comme d'habitude, la Bible, il ne censure pas les contradictions. C'est ça la beauté de... Et par exemple, Vashti, la reine de Perse, comme elle refuse d'aller faire plaisir au roi, dans l'Angleterre d'époque victorienne, il y avait des clubs féministes qui s'appelaient The Club of Vashti. C'est-à-dire pour des femmes qui refusent d'être soumises aux ordres des rois, aux ordres d'hommes. Alors, cette mythologie est toujours une résonance sur le contemporain, même avec le club de Vashti, le placement de Mohamed Bakri comme Mordechai. Il faut mesurer toujours les gestes d'une façon très précise, des gestes qui sont une sorte de commentaire sur le texte de base. Et le film est toujours une sorte d'orchestre, d'ensemble de cette série de signaux, qui certains ils sont visibles, et certains on prend simplement le plaisir de montrer dans le film, qui d'ailleurs était le film préféré de mes enfants. Avant d'aller dormir, ils sont toujours adorés de voir ce film, parce que par son aspect, disons, naïf et qui raconte des choses. Et après, il y a les costumes que vous avez vus, les costumes très simples, les décors, la musique, les castes, les narrations, etc. Oui, la force du travail d'Amos, c'est à la fois de trouver un cadre, et ce cadre est celui de ces ruines qui sont les ruines de l'instant, du présent, dans la mesure où il reste ces traces abandonnées de l'occupation palestinienne, donc, et d'autre part les ruines que vous apercevez à travers les mots des natures, à travers le travail de la pierre, et qui installent toute cette affaire dans une dimension transhistorique. Et là, on a cette figure du palais royal, qui est un palais migrant. Et le palais royal, c'est le palais de Xerxès, d'Assuérus, mais c'est aussi un palais assyrien, dans la double dimension. Les Perses se veulent les héritiers d'une certaine tradition. Donc la fête, le déploiement de la musique,
avec toujours le contretemps ou le contreton quand on entend les klaxons de voiture. Tu l'as fait expressément. Mais ce qui, moi, m'a fasciné dans ta construction, c'est que tous les actes publics de cette histoire, qui dans le fond, une histoire des pouvoirs. Le pouvoir sans borne du roi perse va se trouver conduit à éliminer la communauté juive. Et la communauté juive va renverser, à travers la séduction d'Esther, ce pouvoir. Et comme tu le montres très bien à la fin, surtout dans l'épisode de la pendaison, ce renversement, il va avoir pour conséquence que les Juifs vont prendre auprès de Xerxès... Mais il ne faut pas raconter la fin. Oui, il ne faut pas raconter la fin. Le même rôle. Mais dans cette dialectique de la mécanique du pouvoir, il y a pour moi très fortement, c'est qu'à chaque étape, tu nous dis, on est la fable, tu dis le mythe, la fable du passé le plus éloigné, elle renvoie à des situations concrètes et contemporaines. Et les plans que tu fais, des escaliers en particulier, ils sont comme une métaphore du passage du temps et de la façon dont les architectures travaillent. Parce que la ruine, elle est au cœur de ta mise en scène, et la ruine, c'est à la fois l'oubli, bien sûr, mais la mémoire, un équilibre instable entre la nature et la culture, parce que la ruine, elle revient à la nature, mais elle a été faite par des hommes. Et c'est aussi, et elle est là, la troisième dimension que je trouve extraordinaire, c'est le rapport entre le matériel et l'immatériel. Le matériel que tu nous présentes, c'est la fable. Et tu joues des costumes, par exemple. Évidemment, jamais un Assyrien ou un Perse de l'Antiquité n'aurait été vêtu comme ces Arabes, entre guillemets, de pacotille que nous connaissons. Et là, tu fais, à mon avis, une citation consciente de la peinture de la Renaissance, où les turbans, les voiles sont si importants. Et il y a tout un tas d'épisodes dans le film où le dévoilement, ou le fait de se protéger en reprenant le voile, joue un rôle très important pour les hommes comme pour les femmes. Donc c'est cette espèce de dialogue qui est constant entre la fable colorée du passé et, je dirais, les tensions violentes du présent que l'on voit apparaître à toutes sortes de moments dans ton film, qui donne cette structure, je dirais, de commentaire. Parce qu'il y a bien sûr cette antiquité rêvée que tu nous donnes à voir, mais il y a l'antiquité réelle des paroles bibliques, dans la force de leur présentation. Et donc, c'est autour de cela que se noue l'originalité de ce film et des renversements qui vont... Et tout à l'heure, on va vous montrer aussi quelques miniatures persanes qui servaient comme référence. Et d'ailleurs, dans l'époque, je me souviens que je demandais des grands connaisseurs de miniatures persans d'interpréter les couleurs, comme tu as parlé des couleurs. C'est-à-dire que les couleurs ils sont des codes de classe. C'est-à-dire qu'il y a le rouge, le bleu, etc., qu'on a essayé de représenter dans les choix pour faire le costume avec Antou. Antou était un immigrant à Paris. Et il était resté un peu plus long que son visa de séjour à Paris. Et je me souviens que j'étais allé physiquement à l'aéroport de Charles de Gaulle parce que la police ne veut pas lui faire partie pour Israël. Avec tous c'est-à-dire, il y a toujours l'aspect des migrants contemporains parisiens qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire la fabrication de films, les choses qui m'intéressent, c'est bon, le fab, la construction artistique et les dimensions humaines de tous ces gens qui contribuaient à l'existence du travail. Alors, je me souviens que c'était on a fait toute une série de papiers, de policiers, parce qu'il y a une procédure, je crois que ça existe toujours, donc il a entré à Paris, mais le visa a expiré, il ne faut pas lui faire partie non plus. Et cette référence de ça existe dans une séquence que Bernardo Bertolucci, qui vient de décéder, il a joué dans le film Le Golem. Je ne suis pas sûr qu'on a le temps de montrer l'extrait de Bertolucci, mais c'est-à-dire qu'il y a un aspect concret, humain, dans la fabrication aussi de films.
Maintenant, on va passer à un autre extrait, mais je vais vous parler 2 minutes. C'est un petit séquence dans laquelle l'émissaire du roi Achashverosh cherche les reines, les futures reines, c'est-à-dire Esther, et il arrive dans un jardin. Alors, ce jardin-là, j'ai décidé de lui tourner aussi à Haïfa, dans un site qui était restauré par un de mes profs, comme j'ai fait l'étude d'architecture, qui était un artiste, Yitzhak Danziger, qui est un artiste très important dans l'histoire contemporaine israélienne, parce que dans l'année 30-40, il y avait des artistes et des poètes qui s'appelaient les Canaanites. Canaanites, oui. C'est-à-dire, c'est des artistes qui désiraient de faire rupture avec l'histoire juive, qu'il a dit que les références culturelles, artistiques d'Israël doivent se trouver ses racines aux tribus pré-judaïques qui existaient dans la terre même. Et d'ailleurs, si vous visitez le musée d'Israël à Jérusalem, que je vous conseille, c'est un très bon musée avec un bon département d'archéologie aussi, et aussi un département sur le début de l'alphabet hébraïque, qui est un des plus anciens, avec les Phéniciens, le plus ancien alphabet. Pas dans le sens, parce que les Égyptiens, les hiéroglyphes et les Akkadéens, ils sont plus anciens que l'alphabet hébraïque, mais l'alphabet hébraïque fait d'abstraction. Il n'est pas pictoral, ce n'est pas d'alphabet pictoral, mais il y a des abstractions de 24, 25 signes. Et dans ce musée, il y a cette référence. Mais pour revenir au Canaanite, alors, dans le musée d'Israël, il y a les statues de Nimrod, Hunter, chasseur. Oui, le chasseur. C'est-à-dire, c'était toute une époque très fascinante de la culture israélienne pré-étatique, avant la création de l'État d'Israël, qui cherchait des racines qui arrivent de la terre même, de l'existence, des réflexions pictorales et poétiques de la terre même. Alors, on va voir ce jardin qui Yitzhak Danziger, qui a restauré ce jardin, essaye de restaurer un système d'irrigation palestinien. Ça, c'est le décor. On va voir le premier raconte avec les futures reines Esther. Et on va voir une autre chose que tout à l'heure, on va regarder dans les miniatures persanes, comment les narrations, les narrateurs qui est joué par Shmuel Wolf arrivent chaque fois d'une façon un peu inattendue dans les cadres de films. C'est plutôt un film aussi sur l'exercice des cadres qu'on a parlé l'autre jour, c'est-à-dire comment on traite les cadres de films. La force, bon, on passe on regarde. Oui. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים ממחניה מלך יהודה על ידי נבוכדנצר מלך בבל. ויהי עומדת אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבת.
Claire, que le joie. Alors, Mohamed Bakri, qui chasse les chèvres, qui va accueillir les émissaires des rois, il parle arabe. Alors, il y a aussi les questions de langue. Et comme, Alain, comme tu as parlé de la musique, la majorité des musiques de ce film, c'est la musique arménienne, encore des gens. Oui. Oui. Il y a un sous-texte, il y en a plusieurs, et évidemment Amos utilise la métaphore archéologique, passe dans ce film-là seulement, les différentes strates. Mais dans cette histoire, il y a effectivement une mise en scène de la diaspora, et dans la mise en scène de la diaspora, le fait que les gens sont dans une situation non pas de migrants, mais d'exilés. Le migrant, c'est on bouge dans l'espace, mais l'exilé, c'est en quelque sorte la réflexion dans les consciences individuelles de l'éloignement. Et ça, c'est apparent de façon, je dirais, mêlée, puisque brusquement, à travers l'élection d'Esther, c'est cette minorité, les Juifs, on renvoie aux déportations babyloniennes, les Juifs qui sont présents dans le royaume perse, et qui, jusqu'à présent, n'étaient pas maltraités. Bon. Mais ce qui m'a semblé extraordinaire, on le retrouve ici et on le retrouve aussi dans le Golem, c'est le lien que Amos établit entre la condition de l'exil et la représentation de l'exil. Et ça m'a rappelé un texte qui se trouve dans une collection de voyages arabes du Xe siècle, qui s'appelle le livre des voyageurs. Et dans le livre des voyageurs, il y a ce petit poème qui est signé par le sultan Al-Mamoun, le grand Al-Mamoun de Bagdad. Ô étrangers, que Dieu vous accorde un retour sûr et que vous retrouviez bien vite ceux qui vous sont chers. Mon cœur est plein de pitié et d'inquiétude pour vous. Que Dieu, en vous protégeant, allège ma peine. J'ai écrit ceci pour vous aider. Quand vous le lirez, sachez que c'est moi qui l'ai écrit, le sultan. Dans cette revendication, c'est le contraire de ce que nous voyons, que tu tires directement du texte biblique, du sultan dans sa position hiératique, qui n'est que l'objet d'influences contradictoires, celle d'Esther, celle d'Aman et d'autres personnages. Et brusquement, cette figure, elle va s'animer. Mais c'est une histoire qu'on verra avec le Golem si on a le temps, dans le temps qui nous est imparti. Mais je voudrais insister sur le jeu des couleurs, l'opposition entre les pierres blanches, qui sont le cadre du passé, et les corps animés, colorés, vêtus
de ces voiles que tu as trouvés en provenance d'une esthétique indienne. En plus que pour être honnête, dans cette époque-là, le travail avec des comédiens, ce n'est pas mon chose principale. C'est-à-dire, je considère que je vais placer des textes dans un paysage, dans un décor. Et dans quelque façon, le comédien, il fait ce travail de représentation des textes dans les paysages. Et je deviens sensible au travail des comédiens, qui actuellement m'intéresse beaucoup. Seulement après mon retour en Israël, comme rabbin élu au début des années 90, et que j'ai fait mon premier film de fiction de cette époque qui s'appelle Devarim, qui est une adaptation de textes modernes d'un écrivain israélien. Et là, je ne trouve pas un comédien pour jouer un rôle, parce que il y a deux rôles principaux, un joué par Assi Dayan, un acteur très doué, et aussi le fils du général Dayan. Et pour l'autre rôle, je ne trouve personne, parce que je veux quelqu'un qui joue d'une façon, pas trop de gestes théâtrales, d'une façon très minimaliste. Je fais un casting très long et je ne trouve personne. Alors, finalement, j'ai décidé de jouer moi-même. Je trouve que Assi est supérieur que moi dans ce film, Devarim, que je vous conseille quand même, parce que le texte est très beau. Je parlais l'autre jour, c'est un texte qui était traduit par Actes Sud pour le titre « Pour l'inventaire ». Et là, comme je joue pour la première fois, je comprends les paramètres des actrices et des acteurs et je commence à être intéressé par des dialogues plus sérieux avec les comédiens. Et comme c'est le jour de la femme à Israël, alors il y a Ella Bekassis, Simona Bignamini, Nathalie Portman, Juliette Binoche, Jeanne Moreau, une longue liste d'actrices et d'acteurs. Effectivement, les deux films que j'ai faits qui ne sont pas des rôles féminins principaux, c'est Kippour, qui est mon histoire, et le film qu'on va parler la semaine prochaine sur l'assassinat des rabbins, qui sont consacrés au Mecque. Alors, mais tout le reste, vraiment, le rôle de... Alors, dans ce film-là, c'est plutôt l'acteur et l'actrice qui véhiculent un texte, que je vais même garder l'aspect non-polished, de façon qu'il exprime le texte, qu'il garde des traces qu'un acteur arabe parle avec un accent lourd, des acteurs... le roi Ahasveros, c'est un acteur d'origine arménienne lui-même, etc. Alors, il y a toute cette musique aussi de la langue qui existe. On va voir un autre extrait. מבין כל מאות הנערות שנקבצו לשושן הבירה לידי הסריס הגה, נשאה אסתר חסד לפניו, ולא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי כן ציווה עליה מרדכי. ושבע מן הנערות הראויות שבארמון, הן יעזרו לך להתקין עצמך לקראת הופעתך לפני המלך. את ונערותייך תקבלנה את הבית היאה ביותר למגורים בארמון. ימי מרוקיהן ארכו 12 חודש, 6 חודשים בשמן המור
ו6 חודשים בפסמים ובתמרוקי הנשים. ככלות שנה של תמרוקים תובא הנערה לפני המלך. يا بنتي يا صغيري بكرة بتكبري زعلان من حالي وانت بأولي يا بنتي يا صغيري بكرة بتكبري زعلان من حالي وانت بأولي صار بدك حاجات وبكرة تقولي هات يا بنتي يا صغيري بكرة بتكبري بكرة بتكبري قالوا الناس صغيري أنا قلت بتكبر خايفين ندم فيكي وبكرة أتحسر أنا بحبك أنتي مش علشانك بنتي يا بنت صغيري بكرة بتكبري. בבוא תורה של כל נערה להופיע לפני המלך, כל אשר תבקש להביא עמה מבית הנשים יינתן לה. בערב תבוא אל המלך, ובבוקר תשוב אל בית הנשים השני. ולא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך, ונקראה בשם. قالوا الناس صغيري أنا قلت بتكبر خايفين ندم فيكي وبكرة أتحسر أنا بحبك أنتي مش علشانك بنتي يا بنت صغيري بكرة بتكبري بكرة بتكبري يا بنتي يا صغيري بكرة بتكبري زعلان من حالي وانت بأولي يا بنتي يا صغيري بكرة بتكبري زعلان من حالي وانت بأولي صار بدك حاجات بكرة تقولي هات يا بنت يا صغيري بكرة بتكبري بكرة بتكبري. בוקר טוב. בוקר אור. מה שלומך? קשה. יפה להיות בבגדי המלך. אבל הצלחה, יפה מאוד. ואסתר הצעירה, אני מקבלת יחס נאות. מה שצריך לעשות, נעשה. ואסתר הצעירה, אני מקבלת יחס נאות. מה שצריך לעשות, נעשה. ואסתר הצעירה, אני מקבלת יחס נאות. מה שצריך לעשות, נעשה. מה שצריך לעשות, נעשה. Alors, on voit cette présence de la ruine qui est en amont et en aval de chaque acte. Mais à l'intérieur du gynécée, comme vous l'avez vu, on est dans le bassin, dans les eaux qui courent, dans tout le rituel oriental qui, lui, ne fait plus allusion aux ruines. Il y a comme une coupure. Et dans les scènes décisives, celles où la reine va en quelque sorte enflammer le roi, on verra aussi que tu fais bouger la caméra d'une façon très différente. Et donc, quand tu nous présentes la tente devant la porte avec les pierres, qui est la porte du palais, enfin, qui va monter vers le harem, Mardochée se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et tu fais répéter 3 fois, hein, vous l'avez vu. Et cette répétition les choses sont faites comme elles doivent l'être, et c'est en quelque sorte la force du pouvoir et la force du politique
qui vient s'encadrer dans les pierres, quand tu dis l'encadrement, la prise de vue, tu pointes chaque fois à cette porte avec ses bossages. Et là, je crois que comme dans les escaliers, ou comme dans le jardin magnifique, le jardin, c'est un peu le jardin d'Éden, tel qu'on le rêve dans la fable orientale, on le verra jusqu'à la peinture persane ou à la peinture occidentale de l'époque. Il y a une continuité avec tous ces thèmes. Tu agences le discours du politique, qui parfois trouve son écho dans les sons, comme dans cette musique arménienne par exemple, avec celui de l'infrastructure textuelle de ton travail. Merci. De toute façon, il faut que j'ai des images aujourd'hui d'Esther. Ils sont un peu pixels et c'est un peu dommage parce que hier, Laurent, il avait une attaque de nerfs sciatiques. Alors, il n'a pas eu le temps de préparer. Alors, grâce à lui, on a vu les images toujours de parfait état. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail de lumière, etc., sur les résolutions. Si on peut, Laurent, parce que là, il faut accélérer un peu. Alors, si tu peux montrer les miniatures persanes, je vais dire l'image, et après je montre le dernier plan d'Esther, et après Poussin, etc. Ouais. Alors, on peut laisser un peu de lumière. Alors là, les choses qui nous ont intéressées dans cette étude, et qui est visible dans l'histoire des narrateurs, c'est que les choses magnifiques chez les Persans, ils cassent les cadres. Vous voyez les chameaux là-haut, les arbres là-haut, c'est-à-dire il n'y a pas la rigidité des cadres. Ils posent des questions. Il dit qu'il n'y a pas de raison, effectivement, de couper les branches de cet arbre. Et vous voyez déjà les couleurs primaires, c'est-à-dire les rouges, les verts, les bleus. Et il y a un tout petit bleu là qui fait une sorte de focus, de point focal de cette peinture. Et toute cette iconographie a servi beaucoup comme on a travaillé d'Esther. Alors aujourd'hui, j'essaie de vous exposer quelques ingrédients. On a parlé de décor, de l'histoire de Wadi Salim, de casting des Palestiniens, Israéliens, Arméniens ensemble, la musique, les bruits de la ville, etc. Et là, c'est aussi l'histoire de cette référence qu'on a travaillée. On peut voir un autre, par exemple. Et là c'est une scène qu'on ne va pas voir, qui a inspiré une autre scène dans le film Esther, dans laquelle il joue avec les symétries, mais il met toujours off-center, les symétries. On peut passer à un autre. Voilà, toujours le questionnement des cadres, très délicat. C'est-à-dire le cadre, il n'est pas un élément rigide. Un autre, on va voir un autre. Toujours, cet rocher avec quelques feuilles. On a regardé des heures et des heures de cadres, et d'ailleurs cette apparition un peu bizarre des narrateurs d'histoire, elle était inspirée par cette analyse de façon que les Persans, et les couleurs de costume aussi, que les Persans fait une sorte de challenge au cadre. Est-ce qu'il y a un autre, je crois? Oui. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui rentrent comme on prépare un film. Maintenant, on va faire court parce que... alors, on va aller... on peut mettre la lumière un peu, je vais expliquer un petit peu. Alors, merci. Alors, bon, l'histoire d'Esther, comme j'ai indiqué, c'est-à-dire les Juifs, ils sont persécutés. Et Haman, il veut détruire tous les Juifs, etc. Et Esther, avec son oncle, arrive de changer le destin des Juifs, et il y a les victoires juives, et c'est Haman qui va être pendu, et pas les Juifs, et il y a les victoires des Juifs, et d'ailleurs, c'est les sources des fêtes de Purim qui marquent cette victoire des diasporas. Aussi, il faut dire que le texte d'Esther, c'est le seul texte de l'Ancien Testament qui passe tous à diaspora. Parce que tous les autres textes, ils sont toujours en rapport avec
la Terre Sainte avec Israël, etc. Mais Esther de A à Z, il est un texte de diaspora, et d'ailleurs c'est le seul texte biblique que Dieu il n'est pas mentionné. Il n'y a pas une présence divine dans le texte. Il est dans la diaspora, il est dans les Perses. Et une raison de plus pour moi d'adapter ce texte, alors, pas de présence de Dieu, diaspora, c'est époque. Si on passe dans le sens biographique, après les 3 documentaires House, Wadi, Journal de campagne, je suis à Paris et je cherche des textes que je peux parler d'Israël. Et d'ailleurs, pour le tournage, j'étais allé en Israël. Et après la guerre du Liban, 1982, j'étais allé pour tourner le film et je reviens à Paris. Et d'ailleurs, j'ai fait aussi le Golem. C'est-à-dire, j'ai fait référence aux vieilles stratégies juives, que le texte, c'est l'élément réuni d'identité. Ce n'est pas tellement le territoire, c'est le texte qui était très présent pendant de très longues périodes d'exil, de diaspora. Alors, Esther, c'est aussi un choix volontaire de ce texte. Le texte d'Esther, qu'on ne va pas voir aujourd'hui toute la fin, mais le texte d'Esther raconte qu'après qu'il y avait les victoires juives sur leurs ennemis qui avaient leur destruction définitive, Mordechai, il est élu comme conseiller des rois, et le roi, il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez maintenant qu'on a éliminé votre ennemi? Il a dit, je vais tuer tous mes ennemis. C'est-à-dire qu'on a dans le cycle de vengeance. Et d'ailleurs, une autre référence des situations d'aujourd'hui, que les gens très persécutés, que l'histoire, pendant un très long siècle de persécution des Juifs, devient victorieux, mais il y a la question qui pose, qui est une question éthique, comment on gère le pouvoir, comment on n'abuse pas le pouvoir. Et comme l'habitude, les rédacteurs en chef de Bible, ils n'éliminent pas cette question. C'est ça la grandeur de ce texte biblique. Alors, je me souviens que comme j'étais allé avec Rivka pour les premières de films à Tel Aviv, il y avait une seule projection au musée de Tel Aviv, j'ai fait un acte sage, j'ai mis dans ma poche la Bible, parce que dans la mémoire collective, on ne se souvient pas de cette phase de vengeance des Juifs. C'était éliminé, on se souvient de la fête des Juifs qui ont survécu leur persécution. Et les gens m'ont accusé que moi j'ai ajouté cette fin. Mais non, si vous ouvrez le texte d'Esther qui est dans la Bible, il y a cette vengeance très cruelle, sans pitié. Et le rédacteur en chef de l'époque, il avait la sagesse de ne pas éliminer cette question éthique. Mais c'était éliminé de mémoire collective. Alors, heureusement, j'avais dans ma poche la Bible. Je dis, voilà, je suis plus fidèle que vous, finalement. Alors, le film d'Esther finit par un plan assez long qui va devenir une sorte de signature de pas mal de mes films. Et comme elle est toujours longue, on n'a jamais eu le temps de montrer. C'était aussi le plan final de Berlin-Jérusalem. C'est aussi de Eden, un film que j'ai fait avec Arthur Miller, dans lequel Arthur Miller il a joué aussi. C'est le plan final de Eden. Même Rosa Credi, qu'on n'a pas eu le temps de montrer, etc. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer le plan final dans lequel tous les comédiens racontent leur histoire avec la résonance des choses que je viens vous raconter sur la fin de l'histoire historique d'Esther.
שמואל וולף, שחקן ומקצועי. נולדתי בהונגריה ב-1934 בבודפסט. אמי מתה כשהייתי בגיל 7. נשארתי עם אבא, הוא כעבור שנה וחצי התחתן. הייתה לי אם חורגת. הגרמנים כבשו את הונגריה ב-44, וכעבור חצי שנה הרגו את אבא שלי. הרגו את אבא שלי באחד הפוגרומים בבודפסט. לא הספיקו לקחת אותנו למחנות ריכוז. וב-48 עליתי לישראל, ב-49 ינואר הגעתי לארץ. זה תמיד הצטייר נגד עיניי הארץ, משהו מאוד יפה לפי התמונות, וכמו שהם מתארים, כמו שכתוב ארץ זבת חלב ודבש, משהו אידילי. פה דוד כהן עתק, יליד אלכסנדריה, מצרים, ב-19 מרס 1947, ונולדתי שם ליד הים. היו כולם ערבים, והייתי יהודי אחד. אמרו, יש דת אחרת, יש שפה ויש ארץ שם ליהודים אחרת. וכשהגעתי לגיל הבית ספר, אז אמר לי, יהודי מלוכלך, אז אני הייתי בוחר. באנו ב-1954 ועלינו לארץ. אותו סיפור, אני לא מדבר עברית, וכולם אומרים, הוא לא יהודי, וזה. עוד פעם הייתי מוחרם, מנודה, והייתי לבד עוד הפעם. נולדתי ב-58, גדלתי בנצרת. כשאבי בכלא נולדתי, הלכתי לבקר אותו, אני זוכר, הייתי בן 4. הכרתי אותו בכלא. אחרי זה גרנו הרבה זמן בתוך הבניין של המפלגה בנצרת. לאחר מכן הגענו לחיפה. מלחמת ששת הימים. אני מקבל מכות, שוברים לי את היד, כי הוטבעה משחטת הטילים אילת. השכן שבר לי את היד. אחרי זה נסיעה לצ'כוסלובקיה, סליבה נסע בתור הנציג של המפלגה כעיתונאי מ-68, זאת אומרת חודשיים לפני הפלישה, עד 72, צ'כוסלובקיה, מוסקבה, גרמניה, פולניה, הונגריה, טורקיה, איטליה. חוזרים לארץ. הנחיתה בארץ זה בעיטה וסתירה מהסבל וערבי מלוכלך, אני זוכר. נולדתי בכפר בענה בגליל ב-1953. משפחה פלסטינאית רגילה. הרבה אחים ואחיות. תמיד מזכיר לי את הסיפור הזה, מרדכי, שעל איזה בן אדם מאוד מאוד עני, שהיה חי באיזה מקום מאוד מאוד עני, ותמיד היה לו בקשות מאלוהים שהמצב ישתנה. זה סיפור אגדה, בטח אתה מכיר את זה. וביום אחד האלוהים שמע אותו, אמר לו בוא אליי, אז הוא עלה לשמיים. לאלוהים כנציג של השכונה שלו, וכשהגיע למעלה הוא ראה כל כך הרבה צבעים שלא ראה אף פעם. עננים וצבעים וכוכבים, טיפס על כוכבים. וכשהגיע לאלוהים, אז שאל אותו, מה אתה רוצה? אז הוא שכח בשביל מה הוא בא. תמיד מביא לי ככה קצת. כאילו אחרי הכל הוא שכח בעצם למה הוא עשה. למה הוא לחם. רצה לשמור את עמו. שמר את עמו, אוקיי. ועכשיו. כאילו שכח כל זה בעצם הייתה מלחמת קיום. ופתאום המלחמת קיום הפכה להיות מלחמה אכזרית עקובה מדם. זאת אומרת, בלי שום סיבה מוצדקת. ופה אני רואה את ההגבלה בין מה שקורה היום, כאילו, ומה שקרה פעם. ופה הכעס שלי והשנאה שלי למרדכי. כי אתה עושה את הסרט ואני עושה את הסרט רק בשביל אילו היינו יכולים למנוע רגע כזה משיקרה. הרי שנינו לא היינו רוצים שיקרה היום הנוסף של הנקמה. ואכן זה כן קורה, ואנחנו רותחים על זה. אז עושים סרט על זה.
לכל זמן ועת, לכל חפץ תחת השמיים, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק, עת להשליך אבנים ועת רקוד, עת לחבוק ועת לרחוק מחבק, עת לבקש ועת לאבד, עת לשמור ועת להשליך, עת לקרוע ועת לתפור, עת לחשות ועת לדבר, עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום. אני כאילו זר אברטניאן כזה. כאילו אברטניאן זה שם משפחה ארמנית, אתה יודע. ונולדתי ב-1963, שכונת התקווה. אני לא זוכרת הרבה, כי אחרי שנה עברנו משם, אבל אמא שלי מספרת שהיה נורא נחמד שם. טוב, אז אחרי זה עברנו לקירעון, וכשהייתי בת 12 הגענו לצפון. אני יודעת שאני מרגישה הרבה יותר טוב בדרום, בנגב, בערבה. השמש הזו נהדרת. שמש של מדבר. Alors, finalement, on a vu un de ces derniers plans qui fait une sorte de résumé des choses qu'on a parlé, l'iconographie, les biographies des comédiens, des décors, les ruines de ce quartier palestinien de Haïfa. Alors, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai envie de vous montrer quelque chose de Golem. Peut-être tu veux qu'on regarde Poussin maintenant Non, on passe directement au Golem, là, parce qu'on n'aura pas le temps, hein, à mon avis. Donc, je voudrais juste faire un petit commentaire sur le passage à la fin. Vous voyez les plans qui reviennent, et chaque fois, les ruines, et puis les herbes. Ce qui a été abandonné par les hommes revient à la nature. Leur présence à l'intérieur du paysage, elle donne une idée de l'abandon et de la fragilité. Et quand tu nous fais voir la ville ancienne face à la ville moderne, tu réinstalles ce chiasme. Mais surtout, ce qui me paraît important, c'est que dans les biographies des acteurs,
accompagné par cette musique, tu reprends le thème général du film qui était celui des pouvoirs, des renversements des pouvoirs et des abus de pouvoir. Et dans la vie séparée de chacune des personnes que tu nous montres, il y a ça, tout ça sur ce fond de ruines qui est en quelque sorte le lieu du départ, parce que quand on pense le passé, l'arché, le début c'est la ruine, mais qui peut être aussi le lieu du futur. Et pour les Babyloniens, en babylonien, le passé est devant nous et le futur est derrière nous. Et j'ai l'impression que tu as retrouvé cette métaphore. Je vais qu'on monte un des tableaux que tu as choisi. Alors, on passe par laquelle, Laurent? Là, le Poussin, peut-être. Poussin, oui. OK. On peut laisser un peu de lumière. Oui. Alors, Alain. Voilà, c'est la peste d'Ashdod, de Poussin. Donc, vous voyez là, dans cette ville pétrifiée, qui est une ville à la fois antique et moderne, avec ses palais, dont certains pourraient être des palais romains, mais d'autres pourraient être des palais contemporains de Poussin, qui était un Romain, plus romain que tous les Romains. Vous voyez la violence de l'infection qui touche les femmes, les enfants, les corps. Vous voyez cette femme en train de mourir sur un tronc de colonne. Puis sur votre gauche, vous avez cette colonnade. Et la seule ruine physique, c'est cet abaque de chapiteau. Et sur l'abaque du chapiteau, un peu plus sur la gauche, si on peut, là, il y a le sang. Et au-dessus, vous avez une main humaine. Mais autrement, il n'y a pas de ruine. Parce que la ruine, elle est dite par ce sang sur la bague. Et regardez, là, juste sous le relief romain, eh bien, vous avez l'abomination, vous avez un rat. Et ce rat vous dit que l'humanité ne survivra pas. Et pourquoi tu as choisi de ce tableau vis-à-vis des choses qu'on a parlé? Je choisis ce tableau parce qu'il met particulièrement en scène le détail de la ruine. Il y a, chez Poussin, la ruine est intacte. Ce qui la suggère, c'est ce petit bout d'abaque et le rat. Et chez toi, la ruine est constamment présente dans ce décor palestinien, mais elle est rehaussée par la force de l'écriture. Donc, le jeu que tu donnes à la parole biblique correspond pour moi à ce que construit Poussin avec ses architectures non touchées par les ruines. Et, non, ça c'était prévu pour illustrer quelque chose du golem, c'est-à-dire le corps du Christ comme exposition de ce qui va arriver aux étrangers qui vont être tués et dans l'espèce de culte qui va être rendu par sa femme à Elimelech. Mais ça, il faut voir d'abord. Alors, on peut mettre les lumières un petit peu, oui. Alors, bon, le Golem, c'est une trilogie. Alors, on ne va pas avoir dans les quelques minutes qui nous restent. Peut-être l'année prochaine, peut-être en juin, on va parler des Golem plus sincèrement. Alors, c'est encore cette époque des années 80. Je suis parisien, je cherche des thématiques qui vont parler des choses autour de moi. J'ai fait 3 films sur les golems. Le premier s'appelle Naissance d'un golem, dans laquelle je vais aller voir les scénaristes Fellini et Antonioni qui habitent à côté de Bologna pour qu'il me raconte qu'est-ce que pour lui évoque l'histoire des golems. Et il me raconte l'histoire qu'il filmait dans cet film sur la naissance d'un golem. Et c'est des séries aussi de petits épisodes. Par exemple, j'ai fait dans cette époque un film de rock'n'roll avec Annie Lennox. Et je demandais à Annie Lennox des Eurythmics d'être une sorte de maquillage bouteux. C'est-à-dire toute la question de golem, comme vous savez, c'est une mythologie qui commence déjà au IIIe siècle, qui après a inspiré beaucoup d'expressionnistes allemands. Il y a le grand film Das Golem par Wegener, qui parle de création d'êtres humains
artificielle. C'est toutes les questions de rapport entre l'être humain et la technologie. C'est-à-dire comment on peut créer un être humain. D'ailleurs, j'imagine qu'il y a beaucoup de grands penseurs du Collège de France, que c'est leur sujet principal, des études des cellules, de biologie, etc. Mais à partir du IIIe siècle, c'est un sujet qui inspire les penseurs, et après c'est plus très présent au XVIe, XVIIe dans les textes kabbalistiques, de grandes études de Gershom Scholem, que je parlais d'autre chose, sur the questions of Jewish mysticism, et de son élève Idel sur le golem. Et le golem de Sepharad, il est femme, c'est-à-dire cet être humain créé par des compositions de lettres et de magie pour sauver les communautés. C'est une question extrêmement intéressante, c'est-à-dire que et aussi on connaît le texte de Meyring, le golem de Prague, que les versions, ça a influencé Frankenstein, tous les science-fiction, etc. Alors je ne vais pas vous fatiguer avec toutes les références, mais c'est une mythologie qui, comme on vit dans un monde dans lequel la technologie, heureusement ou malheureusement, est très dominante, c'est une question qui intéresse beaucoup. C'est-à-dire, pour faire un synopsis très simple, c'est-à-dire dans la version de Prague, le grand rabbin, le Maharal, créé par une combinaison de la terre et un être humain, et chaque jour, il a mis un bout de papier dans les bouches de cette création, comme on peut dire comme une carte magnétique aujourd'hui, dans laquelle c'est écrit le mot « Emet ». Emet signifie en hébreu « la vérité ». Et comme il a mis ce mot dans les bouches de cette création, qui était créée à côté de la rivière avec la boue, cette créateur a commencé à faire les travaux, il a cherché de l'eau, nourrir les communautés, etc. Et un jour, et chaque vendredi, le rabbin il était allé sortir le bout de papier et le golem a reposé pour le Shabbat. Mais un vendredi, le rabbin il a oublié de sortir le bout de papier de la bouche du golem, et le golem commençait à brûler toutes les communautés, etc. C'est-à-dire, entre parenthèses, rapport, si l'être humain ne contrôle pas la technologie va détruire l'humanité. D'ailleurs, le deuxième chapitre de la trilogie de Golem, je vais très vite, s'appelle Jardin pétrifié, Petrified Garden, que j'ai tourné à la Russie. Parce que la Russie, c'est aussi un pays qui était l'Union soviétique construit par une idée d'aider l'humanité, etc. Et à un moment donné, elle est écroulée sur le créateur. Mais on peut faire ça sur d'autres pays aussi. Projet de futur. Alors, bref, le rabbin, je reviens à la mythologie, finalement, il arrive au golem, il sort le bout de papier, et le mot était émet, vérité, mais il arrive à sortir seulement les et. Il reste met. Émet en hébreu, c'est mort. Émet, vérité, met, mort. C'est-à-dire, je vous rappelle des choses qu'on a discutées la semaine dernière, des résonances dans les langues hébraïques, sonores, comme dans les livres de Genèse, les livres de la création, Shamayim, Maïm, tout cet aspect sonore intégré au texte d'origine. Bref, alors j'ai décidé de faire un challenge assez énorme de trilogie sur le golem. D'ailleurs, j'ai décidé d'abord de faire un son film et ça a grandi. Et ça m'a occupé toute l'année. Le film était tourné à 91 et à 93, et après l'élection de Rabin, on a rentré vivre à Israël, commence l'autre époque, Kadosh, Kippour, tout ce film-là. Alors, comme on a très peu de temps, je peux vous montrer un petit bout de début, et après, il y avait un cast. C'est encore l'époque que j'ai fait mes études, mes propres études à moi,
J'avais Henri Alcan, j'avais tous ces grands comédiens, les Esther. J'ai fait déjà Berlin-Jérusalem. Et là, je demandais Alcan, c'est le dernier film qu'Alcan a tourné, après il était trop fatigué. Et je demandais Pina Bausch de travailler à nouveau sur une séquence. Et Samuel Fuller de jouer dans le film, Bernardo Bertolucci de jouer dans le film, Marceline Loridan, Philippe Garel, les gens que j'ai appréciés, Anna Chigula, qu'on va voir, Mireille Perrier, Fabienne Babs. J'avais un magnifique brochette de professeurs à moi, comédien. Et comme ça, j'ai commencé à apprendre mon métier. Alors, on va voir peut-être la première partie, c'est avec aussi le comédien de Peter Brook, Bakary Sankaré. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté, les Israélites se tenaient sur la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un champion sorti du camp philistin, il s'appelait Goliath, il était de Gath. Sa taille était de 6 coudées et 1 empan. Il était coiffé d'un casque de bronze et revêtu d'une cuirasse à écailles. Le poids de la cuirasse était de 5000 cycles de bronze et un javelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensoupe des tisserands. Et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Le porte-bouclier marchait devant lui. David dit à Saoul, « Ton serviteur était berger chez mon père. Quand il venait un lion et même un ours pour enlever une brebis du troupeau, je partais à sa poursuite. Je le frappais et je la lui arrachais de la gueule. Quand il m'attaquait, je le saisissais par les poils, je le frappais à mort. Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours. » Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi armé d'un bâton ?» Le Philistin maudit David par ses dieux. Le Philistin dit à David, « Viens ici, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Toi, tu viens à moi, armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot. Moi, je viens à toi, armé de ma conviction. » Lettres tracées, taillées, multipliées, équilibrées, permutées, pour former les créatures et tout ce qui sera créé. Avec l'Aleph ont été formés l'air, l'atmosphère, la demi-saison, la poitrine et la règle de l'équilibre.
Avec le même ont été formés l'eau, la terre, l'hiver, le ventre, le plateau du démérite. Avec le Chine ont été formés le feu, le ciel, l'été, la tête et le plateau du mérite. Avec le bête ont été formés Saturne, le sabbat, la bouche, la vie et la mort. Avec le guimel ont été formés Jupiter, le dimanche, l'œil droit, la paix et le malheur. Avec le dalet ont été formés Mars, le lundi, l'œil gauche, la sagesse et la sottise. Avec le Kaf ont été formés Vénus, le mercredi, la narine gauche, la culture et le désert. Avec le Resh ont été formés Mercure, jeudi, l'oreille droite, la grâce et la laideur. Avec le Taf ont été formés la lune, le vendredi, l'oreille gauche, la domination et la servitude. Tu es l'esprit de l'exil, l'âme collective de tout ce qui est sur la terre. Je t'ai créé avec de la terre. Va et protège les vagabonds, les nomades, les exilés, de tout le mal et de toutes les difficultés que leur infligent leurs persécuteurs. Protège-les et guide-les. Quelques-uns se réunissent avec d'autres, et ceux-ci se réunissent avec ceux-là. Ceux-ci sont opposés à cela, et ceux-là sont opposés à ceux-ci. Ceux-ci sont le contraire de cela, et ceux-là sont le contraire de ceux-ci. Si ceux-ci ne sont pas, ceux-là ne sont pas. Et si ceux-là ne sont pas, ceux-ci ne sont pas.
cause du sol craquelé, faute de pluie, les paysans sont désemparés. Et dans la nature, la biche met bas et s'en va, car il n'y a plus de verdure. Les onagres s'arrêtent sur les crêtes. Ils flairent le vent comme des chacals. Leurs yeux se fatiguent en quête d'une herbe qui n'est plus. C'est en effet la seconde année que la famine sévit au cœur du pays. Et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Le pays est en deuil, plein d'imprécations. Alors nous sommes venus séjourner dans un autre pays. Alors, un homme de Bethléem, de Juda, émigra dans la campagne de Moab, lui, sa femme et ses 2 fils. L'homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie, et ses fils Mahlon et Kilion. Alors, le livre de Ruth, dans des mots, il parle de cette famine qu'on connaît aujourd'hui aussi, qui est la source des migrations de gens vers un pays où il y a... Et dans le film, il y a une sorte de parallèle entre le Moab biblique, c'est-à-dire Naomi, Elimelech et les 2 enfants partent à Moab. Dans cette équation, Moab est Paris d'aujourd'hui. C'est le pays qui va accueillir les migrants. Et la suite, c'est dans notre science, peut-être pas la semaine prochaine, parce que là, il faut travailler sur Rabin, mais il y a une très belle séquence de Hannah Shigula et les 2 actrices que j'étais envie de vous montrer, mais déjà, on est en retard. Merci Alain d'être là.